Elle m'a traité de « pigeon » et elle payait le loyer de son amant avec mon salaire. Elle a seulement oublié que je suis officier de justice. Ma diligence, lors du dîner de gala de l'élite, a marqué la fin de sa farce. Elle a écrit « Bonne nuit, chérie » pour un autre homme. Je l'ai lu sur son téléphone, directement dans le système que j'utilise, pour traquer les biens des fraudeurs fiscaux. Elle avait oublié son appareil à la maison, en charge, et la synchronisation du cloud a tout livré, sur mon ordinateur du tribunal. Le message était destiné à Bruno, son ex-petit ami, celui qu'elle jurait avoir quitté, il y a 8 ans. Je n'ai pas tremblé, je n'ai pas frappé sur la table. Je suis officier de justice évaluateur fédéral. J'exécute des mandats de perquisition et de saisie, dans des jets privés. Je procède à des réintégrations de possession, pour des usines hydroélectriques. J'ai saisi l'hélicoptère d'un trafiquant. Ce que j'ai ressenti n'était pas de la colère, mais la reconnaissance d'un acte illicite. Natalia avait rompu le contrat, et un contrat rompu entraîne une exécution immédiate. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'ai accès à des systèmes qui montrent où chaque centime s'en va. Et quand j'ai ouvert l'infojus, cet après-midi-là, un jeudi pluvieux, avec l'odeur du café réchauffé dans la salle des officiers, j'ai découvert qu'elle ne faisait pas que me tromper, elle finançait son amant, avec mon argent. Si vous n'acceptez pas la déloyauté, et que vous croyez que la roue tourne, cliquez sur « J'aime » dès maintenant, pour renforcer notre communauté. Mon nom est Luis. J'ai 42 ans. Je me lève tous les jours à 5h30 du matin. Je fais 50 pompes. Je prends une douche froide. Je prépare un café noir, sans sucre, et je révise les mandats du jour. À 7 heures, je suis déjà au tribunal. Je ne suis pas avocat. Je suis le bras armé de la justice. Quand un juge ordonne qu'un immeuble soit évacué, c'est moi qui frappe à la porte. Quand une entreprise doit des millions et cache son patrimoine, c'est moi qui trouve l'argent. Je possède la foi publique. Ce que j'écris dans un procès-verbal est présumé vrai. Si je dis que l'appartement est vide, il est vide. Si je dis que le coffre contient 3 cents,000 reais, il contient 3 cents,000 reais. Ma signature vaut plus que celle de n'importe quel témoin. J'ai rencontré Natalia lors d'un barbecue de fin d'année de la justice fédérale, il y a 10 ans. Elle était l'amie de l'épouse d'un juge. Elle portait une robe blanche simple, mais qui attirait l'attention. Elle avait 28 ans. Elle travaillait comme secrétaire, dans une clinique esthétique. Un sourire facile, une conversation légère. Elle s'est approchée de moi, quand j'étais seul près du barbecue, et m'a demandé si j'étais juge. J'ai dit que non, que j'étais officier. Elle n'a pas très bien compris ce que c'était, mais elle a feint l'intérêt. Elle a demandé si c'était dangereux. J'ai répondu que cela dépendait. Si vous exécutez un mandat, dans une favela dominée par la milice, oui. Si vous allez saisir la voiture d'un entrepreneur véreux, parfois. Elle a ri. Elle a dit que je devais être courageux. J'ai répondu que j'étais juste technique, et que je suivais le protocole. Nous avons commencé à sortir ensemble, 3 mois plus tard. Elle habitait un appartement loué à Madureira, dans la zone nord de Rio, avec sa mère et sa jeune sœur. Un endroit exigu, une studette de 2 pièces, avec une odeur de friture dans l'escalier. J'habitais seul, dans un appartement de 2 chambres à Villa Isabel, acheté avec de la sueur et de l'épargne. Elle venait dormir chez moi le week-end, elle apportait le repas préparé par sa mère, et me posait des questions sur mon travail. Elle était impressionnée, quand je lui racontais des mandats exécutés dans des pantous à Ipanema, ou des chefs d'entreprise en pleurs, demandant un délai supplémentaire. Elle disait que j'étais différent des hommes qu'elle avait connus, que j'étais sérieux, fiable, et qu'on pouvait construire quelque chose avec moi. Nous nous sommes mariés civilement, en toute simplicité, avec 10 invités. Moi en costume gris, elle en robe beige. Un déjeuner dans un restaurant au kilo, sans lune de miel, car j'avais une audience le lundi suivant. Elle ne s'est pas plainte. Elle a dit qu'elle comprenait, que ma carrière était importante, et qu'elle me soutiendrait. Je l'ai cru. Pendant les 2 premières années, tout fonctionnait. Elle a quitté son emploi à la clinique. Elle a dit que son salaire de secrétaire payait à peine ses trajets, et qu'il était plus logique qu'elle s'occupe de la maison. Je gagnais bien ma vie. Officier de justice fédérale titulaire,
avec déjà 15 ans d'expérience. Je touchais environ 18,000 reais net, plus d'éventuels suppléments, pour des interventions hors secteur. Je payais tout, le loyer, l'électricité, Internet, les courses, la mutuelle. Elle gérait la maison, faisait la cuisine, gardait tout propre. C'était l'accord. Mais avec le temps, j'ai remarqué de petits signes. Elle a commencé à sortir davantage. Salle de sport, salon de coiffure, sortie avec des amis, avec toujours besoin d'argent. 150 reais pour la manucure, 200 pour les cheveux, 300 pour des vêtements de sport. Je ne posais pas de questions. Je pensais que c'était normal. Une femme a besoin de prendre soin d'elle. J'étais rationnel. J'avais grandi en voyant ma mère s'épuiser dans des sous-emplois. Je voulais que Natalia ait une vie confortable, qu'elle n'ait pas à souffrir. Ce que je ne savais pas, c'est que le confort, pour elle, consistait à transférer 500 reais par mois, vers un compte que je n'avais jamais vu. Le compte de Marlène, la mère de Bruno. Bruno, c'était l'ex. Elle m'avait parlé de lui au début de notre relation, avec cette voix de quelqu'un qui veut clore le sujet rapidement. Elle a dit qu'elle avait eu un petit ami pendant 3 ans, quand elle était plus jeune, qu'il était musicien, et qu'il jouait de la guitare dans un groupe de pagode qui n'avait jamais décollé. Qu'il était beau, mais immature, qu'il vivait chez sa mère, qu'il n'avait aucune ambition. Elle avait rompu parce qu'elle voulait quelque chose de plus solide. Quelqu'un de plus solide. Je n'ai plus rien demandé. Son passé ne m'intéressait pas. J'ai toujours été pragmatique. Ce qui compte, c'est le présent, le contrat en vigueur. Mais lors de cet après-midi pluvieux de jeudi, j'ai découvert que le passé n'était jamais devenu le passé. Le message est arrivé à 14h36. J'étais au bureau, en train de réviser un mandat de saisie, pour 12 camions d'une entreprise de transport fantôme. Ordinateur allumé, 2 écrans. À gauche, le dossier numérique. À droite, le tableau patrimonial que j'avais moi-même monté, avec les données de Renaju, Bassanju et Infojus. C'est comme ça que ça marche. La justice ordonne, je cherche, et je trouve tout. Voiture au nom d'un prête-nom, bien immobilier au nom du fils, compte dans une banque numérique obscure. Je trouve toujours. La notification a surgi dans le coin supérieur droit de l'écran. Nouveau message. WhatsApp Web. Je l'utilise pour communiquer avec les greffiers, les avocats, et les parties au procès. Le téléphone de Natalia était synchronisé, parce qu'elle me l'avait demandé 6 mois auparavant. Elle disait que son appareil n'avait plus de batterie, et qu'il serait plus facile pour moi, de répondre via l'ordinateur, lorsqu'elle m'enverrait la liste des courses. J'ai autorisé. J'ai fait confiance. Le message disait, « Bonne nuit, chérie. J'ai rêvé de toi cet après-midi. Je me suis réveillé avec un manque. Quand est-ce qu'on se voit ? Expéditeur, Bruno. » Je l'ai lu 3 fois, non pas parce que je n'avais pas compris, mais parce que mon cerveau fonctionnait en mode protocolaire. Première lecture, reconnaissance de l'information. Deuxième lecture, confirmation de l'auteur. Troisième lecture, analyse du contexte. Le « chéri » n'était pas une erreur. Le « j'ai rêvé de toi » n'était pas de l'amitié. Le « quand est-ce qu'on se voit » n'était pas fortuit. Je n'ai pas crié, je n'ai pas insulté, je n'ai rien cassé. J'ai ouvert l'historique des messages. 6 mois de conversation, pas quotidienne, mais constante. 2 ou 3 fois par semaine, toujours affectueuse, toujours complice. Bonjour, mon amour. Je te manque ? Tu te souviens de ce jour au motel de Cosmos ? Je pense aussi à toi. Je n'en peux plus de cette situation. Bientôt, on sera de nouveau ensemble, je te promets. J'ai tout lu. Cela m'a pris 1h12. J'ai noté les points principaux. J'ai fait des captures d'écran de 53 messages. Je les ai sauvegardés dans un dossier crypté sur le cloud. Je n'étais pas en colère. Je collectais des preuves. Car avant d'exécuter, il faut instruire. Ensuite, j'ai ouvert le système de la Banque centrale. Consultation des mouvements financiers. J'ai le mot de passe. Tout officier de justice fédérale là. C'est pour l'usage des mandats, évidemment.
Mais j'exécutais un mandat personnel, celui de connaître la vérité. J'ai entré le numéro fiscal de Natalia, j'ai extrait les 12 derniers mois. Son compte était joint au mien, chez Ito. J'y déposais les 18,000 reais. Elle dépensait normalement, supermarché, pharmacie, Uber, vêtements. Des achats classiques d'une femme au foyer. Mais il y avait des virements, toujours le même jour, chaque 10 du mois. 500 reais via Pix, vers un compte Nubank. Titulaire, Marlène Vieira dos Santos. Je ne connaissais aucune Marlène. J'ai vérifié son identité dans le système. Marlène Vieira dos Santos, 63 ans, retraitée pour invalidité, résident à Guadeloupe, banlieue de Rio. Mère de Bruno Vieira dos Santos. Elle transférait 500 reais par mois, à la mère de son ex-petite amie. Depuis 6 mois. 3,000 reais au total, pris sur notre argent. Sur mon argent. Je me suis levé, je suis allé à la fontaine, j'ai rempli un verre, et j'ai bu lentement. J'ai regardé par la fenêtre. La pluie tombait fort. Le ciel était gris. Les gens couraient dans la rue avec des parapluies. Une vie normale, une routine. Mais ma routine venait d'être piratée. Non pas par un virus, mais par un mensonge systémique. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert Renaju, le système de consultation des véhicules. J'ai cherché Bruno Vieira dos Santos. Rien à son nom. J'ai essayé le nom de sa mère. Une Fiat Palio 2009, grise, enregistrée à Guadeloupe. J'ai cherché l'adresse de Marlène. J'ai croisé les données avec Google Street View. Une maison simple, un mur bas, un portail en fer. Un quartier humble. Le genre d'endroit que Natalia prétendait avoir laissé derrière elle. Je suis sorti du tribunal à 18h. J'ai pris ma Civic 2018, noire, impeccable, achetée au comptant après 3 ans d'économie. J'ai conduit dans le trafic dense de l'avenue Présidente Vargas. Il pleuvait moins. La radio passait une chanson quelconque. Je n'écoutais pas. Je réfléchissais. Je structurais. Je planifiais. Je suis arrivé à la maison à 19h15. Appartement au 10e étage. Salon avec 2 canapés beige, télé de 50 pouces, étagère remplie de livres de droit, cuisine américaine. Tout était propre, tout était organisé. Natalia était dans le salon, assise sur le canapé devant son feuilleton. Elle m'a salué normalement. Salut mon amour. Tu as tardé aujourd'hui. C'est déjà sur la table. J'ai fait un stroganoff. J'ai dit que j'allais d'abord prendre une douche. Je suis allé dans la chambre, j'ai retiré mon costume, j'ai mis un jogging et un t-shirt. Je me suis assis sur le lit, j'ai respiré profondément. J'ai regardé la photo de mariage au mur. Nous deux, souriants, naïfs. Ou plutôt, moi naïf. Elle, calculatrice. J'ai dîné en silence. Elle a demandé si j'allais bien. J'ai dit que oui, que c'était une grosse journée, un mandat compliqué. Elle n'a pas insisté. Elle n'insistait jamais, car elle ne s'en souciait pas vraiment. Elle maintenait juste la façade. Sa performance d'épouse. J'ai mangé le stroganoff. C'était bon. Elle savait cuisiner. C'était l'une des choses qu'elle faisait bien, cuisiner, nettoyer, et mentir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je fixais le plafond. Natalia dormait à mes côtés, tranquille, avec la respiration profonde de celle qui n'a aucun remords. Je pensais à la logistique, à la manière dont j'allais m'y prendre. Parce que je ne suis pas le genre d'homme qui frappe. Je ne suis pas le genre d'homme qui crie. Je suis le genre d'homme qui exécute. Froidement. Légalement. Définitivement. Le vendredi, j'ai pris un jour de congé. J'ai dit que je devais régler des problèmes de documents dans un office notarial. Je suis sorti à 8h. Natalia dormait encore. J'ai pris la voiture, je suis allé à Guadeloupe, j'ai trouvé la rue de Marlène. Je me suis garé à 3 pâtés de maison. J'ai attendu. À 9h20, le portail s'est ouvert. Un homme grand est sorti, mince, cheveux rasés, barbe mal taillée, en débardeur blanc et short en jean. Bruno.
Je l'ai reconnu grâce aux photos que j'avais vues sur son Facebook. Il est monté dans la Palio grise. Il est parti. Je l'ai suivi. Il est allé jusqu'à Madureira, s'est arrêté dans un studio d'enregistrement. Il y est resté 2 heures. En sortant, il est allé dans un bar, a retrouvé 2 amis. Ils ont bu de la bière, ils ont ri fort. Bruno a payé l'addition en liquide, avec des billets de 50. Probablement les 500 reais que Natalia avait envoyés. Mon argent finançait la bière de l'amant. Je l'ai suivi jusqu'à 15 heures. Il est rentré chez lui. Je suis retourné à Villa Isabelle. Je suis arrivé à 17 heures. Natalia était à la salle de sport, du moins, c'est ce qu'elle avait dit. J'ai appelé, elle a répondu, essoufflée. Oui mon amour. Je suis sur le tapis de course. Tout va bien? J'ai dit que oui, que j'allais rentrer tard, qu'une urgence était survenue. Elle a dit, ok. J'ai raccroché. Je suis allé dans le bureau, que j'ai installé dans la chambre d'amis. Ordinateur, imprimante, scanner. J'ai ouvert le système du tribunal. J'ai consulté l'agenda des audiences. J'ai cherché des procédures impliquant la famille de Bruno. Rien. J'ai cherché Marlène. Rien. Ils étaient des citoyens ordinaires, sans procès, sans dette enregistrée. Invisibles pour la justice, mais pas pour moi. Je voulais savoir ce que Natalia cachait d'autre. Alors, je suis allé plus loin. J'ai accédé au système de géolocalisation de son téléphone. Oui, j'y avais accès. Elle avait installé une application de sécurité, il y a 2 ans, après s'être fait voler son téléphone. L'application était restée active. J'avais le mot de passe. J'ai extrait l'historique de ses déplacements des 6 derniers mois. Elle n'allait pas à la salle de sport 3 fois par semaine, elle n'y allait que 2 fois. La 3e fois, elle se rendait à Madureira, à l'adresse d'un établissement. Le motel, Estrela Damana. Toujours les mercredis, toujours à 14 heures, et elle y restait jusqu'à 17 heures. Je me demande ce que vous feriez à ma place. Auriez-vous explosé sur le champ ou auriez-vous attendu? Dites-le moi dans les commentaires. Moi, je n'ai pas explosé. J'ai fait ce que tout officier de justice bien entraîné fait. J'ai documenté. J'ai tout sauvegardé. Capture d'écran, rapport, relevé bancaire, coordonnées GPS, photos. J'ai monté un dossier. 37 pages. Avec une couverture, un sommaire, une chronologie, et des preuves. J'ai nommé le fichier « Dossier d'impayé conjugal ». Parce que c'était ça, une escroquerie. Elle avait pris un crédit chez moi, et ne l'avait pas honoré. J'avais investi du temps, de l'argent, de la confiance. Elle avait détourné les ressources vers un tiers. Cela, dans le monde où je vis, s'appelle de la fraude. Le samedi, je me suis réveillé tôt. J'ai fait ma routine, pompe, douche, café. Natalia s'est réveillée à 10 heures, elle a fait des pancakes. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Elle était animée. Elle a dit qu'elle allait retrouver une amie l'après-midi, au centre commercial. J'ai dit que c'était parfait, que j'allais regarder un match à la télé. Elle est sortie à 13 heures. J'ai attendu 10 minutes. J'ai pris son téléphone, qu'elle avait oublié en charge dans la chambre. Déverrouillage biométrique, je connaissais son code, la date d'anniversaire de sa mère. J'ai ouvert WhatsApp, et je suis entré dans la conversation avec Bruno. J'ai lu les messages récents. Bruno, alors mon amour? Tu viens mercredi? Natalia, je vais essayer. Il a des soupçons. Bruno, des soupçons de quoi? Tu es maligne, Natalia. Natalia, je sais, mais il est lourd. Il pose des questions sur les comptes, les dépenses. J'ai dit que ma mère avait besoin d'aide. Bruno, et il a cru. Natalia, il croit toujours tout. C'est un pigeon. J'ai lu ça. C'est un pigeon. Moi, qui exécute des mandats dans des zones à risque, qui affronte des entrepreneurs endettés, qui ai reçu des menaces de mort 3 fois, qui saisit les biens de criminels en col blanc, j'étais un pigeon pour Natalia. Parce que j'avais confiance. Parce que je pensais que la loyauté était implicite dans un contrat de mariage. Mon erreur.
Une clause non écrite n'a aucune valeur. J'ai continué à lire. Natalia, mais calme-toi, mon cœur. Je mets de l'argent de côté. Bientôt, on déménage. Bruno, j'ai hâte. J'en ai marre de cette vie minable. Je veux bien vivre, avoir une belle voiture, voyager. Tu as dit qu'il avait de l'argent. Natalia, il en a. Et il est bête. Il laisse tout entre mes mains. Compte joint, carte, tout. Je vais continuer à prendre petit à petit. Il ne s'en rend pas compte. J'ai verrouillé le téléphone, je l'ai remis à sa place. Je suis allé au salon, je me suis assis, j'ai regardé la télé éteinte. J'ai respiré. J'ai traité l'information. Elle ne faisait pas que me tromper, elle détournait mon patrimoine avec préméditation. Elle commettait un crime. Un vol par fraude. Mais je n'allais pas porter plainte au commissariat. Je n'allais pas exposer ma vie privée. Je n'allais pas devenir une statistique de plus. J'allais faire autrement. J'allais appliquer une justice privée, dans le cadre de la loi, car je connais la loi. Je suis la loi. Le lundi, je suis retourné au travail. J'ai demandé à une collègue, Carla, de m'aider pour une consultation officieuse. Carla est discrète, elle travaille avec moi depuis 12 ans. Je lui ai demandé de chercher des informations sur Bruno Vieira dos Santos. Elle est revenue 2 heures plus tard. Bruno était propre. Aucun casier judiciaire, aucun procès civil important. Mais il y avait une information intéressante. Il allait se marier. La publication des bans avait été faite la semaine dernière. Il allait épouser Fernanda Melo Tavares. La fille du juge Carlos Melo Tavares, de la 2e chambre de droit privé. J'ai fait des recherches sur Fernanda. 26 ans, jeune avocate, travaillant dans le cabinet de son père. Profil Instagram public, photos de voyage en Europe, voitures importées, faites dans des appartements de luxe. Fernanda était riche, très riche. Et Bruno l'avait séduite. Comment? J'ai enquêté davantage. Bruno avait été son professeur de musique dans un cours d'extension. Il était l'artiste charmant, elle était la fille de riche qui s'ennuyait. Classique. Ils allaient se marier le vendredi suivant. Cérémonie civile à 11 heures, et grande fête le soir au club Kessara, à Leblon. 200 invités. Tout était payé par le beau-père, le juge. Bruno montait en grade. Il abandonnait la maison de sa mère à Guadeloupe, abandonnait son groupe de musique, abandonnait sa vie minable. Et il allait le faire en épousant la fille du juge. Pendant ce temps, il gardait Natalia en réserve, utilisant mon argent comme un filet de sécurité. J'ai souri. Pour la première fois depuis des jours, j'ai souri. Parce que j'avais trouvé l'arme, la vulnérabilité du système, le point d'exécution. Je n'allais pas confronter Natalia. Je n'allais pas confronter Bruno. J'allais livrer le problème directement devant ceux qui comptaient, devant Fernanda, devant le juge, devant les 200 invités. Le mardi, j'ai engagé une entreprise de déménagement. Pas n'importe laquelle, les déménagements exécutifs de luxe. Camion impeccable, porteur en uniforme, gestion d'inventaire. Le genre d'entreprise qui s'occupe des triplex à Ipanema. J'ai payé 4,8 cents reais pour l'efficacité, la discrétion, et la théâtralité. Le mercredi, quand Natalia est sortie pour la salle de sport à 14 heures, j'ai activé l'équipe. 4 porteurs sont entrés dans l'appartement. J'ai donné l'ordre, retirer tout ce qui appartenait à Natalia. Tout. Vêtements, chaussures, maquillage, livres, bibelots. J'ai fait un inventaire détaillé. Chaque article dans un tableau, 63 robes, 42 paires de chaussures, 17 sacs, 86 produits de beauté. Tout a été emballé dans des cartons scellés, étiquetés, catalogués, comme s'il s'agissait d'une saisie judiciaire. Car c'en était une. Je saisissais son patrimoine, et je le rendais à sa destination d'origine, à Bruno, le véritable destinataire de l'investissement. À 18 heures, quand Natalia est revenue, l'appartement était différent. Sa penderie était vide, sa coiffeuse vide, les étagères du salon dépourvues de ses photos. Elle est entrée, elle a regardé, elle est devenue livide. Elle m'a vu assis sur le canapé, calme, buvant un café. Elle a demandé, qu'est-ce
Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai répondu, restitution. Article 884 du Code civil. Enrichissement sans cause. Tu t'es enrichi à mes dépens. J'ai tout renvoyé à la bonne destination. Elle a tenté de parler, de bégayer, d'inventer une excuse. J'ai levé la main, et j'ai montré le dossier imprimé. 37 pages. Elle a regardé, elle a reconnu les messages, les virements, les captures d'écran. Son visage s'est décomposé. J'ai dit, les malles contenant tout ton patrimoine mobilier sont dans le dépôt de l'entreprise. Elles seront livrées demain. Elle a demandé, où ça? J'ai répondu, lors du dîner de répétition du mariage de Bruno, au club Kessara, à 19h. Elle est restée muette. J'ai continué, tu y seras, ou j'irai seul, et je livrerai les malles avec une copie de ce dossier à Fernanda, devant son père le juge, devant les témoins, et les invités. C'est toi qui choisis. Tu y vas et tu t'expliques, ou je l'explique pour toi. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit que c'était un mensonge, qu'elle pouvait expliquer. J'ai dit que non, qu'un officier de justice ne se trompait pas, que lorsque je dresse un procès-verbal, c'est la vérité. Et à ce moment-là, je dressais l'acte de dissolution de notre mariage pour rupture de contrat. Elle avait 48 heures pour évacuer les lieux. J'avais déjà modifié les accès au compte bancaire. Elle serait exclue du compte joint dès le vendredi après-midi. Sa mutuelle serait résiliée sous 30 jours. Elle pouvait emporter les meubles qu'elle avait apportés, un vieux lit simple, et une armoire bon marché. Rien d'autre. Elle a quitté l'appartement ce soir-là, elle est retournée chez sa mère. J'ai verrouillé la porte, j'ai changé le code du portail électronique, et j'ai dormi tranquillement. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi tranquillement. Le jeudi, veille du mariage, j'ai confirmé les détails avec l'entreprise. Les 15 malles seraient livrées au club Kessara à 18h45, 15 minutes avant le dîner. J'y suis allé. Habillé en officier. Costume gris, cravate noire, chaussures cirées, carte professionnelle dans la poche. Car je n'y allais pas en mari trompé, j'y allais en tant qu'autorité, en tant que représentant de l'ordre. Je suis arrivé au club à 19h05. La répétition avait déjà commencé. Entrée élégante, sécurité privée, fleurs partout. J'ai montré ma carte. Officier de justice fédérale. J'ai dit que j'avais une notification à remettre. Protocole d'urgence. Le vigile a hésité. J'ai dit que s'il empêchait l'exécution d'un acte officiel, il commettait un crime d'entrave. Il m'a laissé passer. Je suis entré. Un grand salon, des tables décorées, un lustre en cristal. 50 personnes présentes. Les mariés à la table centrale. Bruno en costume bleu marine, souriant. Fernanda en robe rosée, magnifique, heureuse. À côté d'eux, le juge. Cheveux gris, posture rigide, le regard de celui qui juge le monde. Tout le monde était bien habillé. Champagne sur la table. J'ai fait un signe. Les porteurs sont entrés. 4 hommes en uniforme transportant les 15 malles. Grandes, roses, bleues, noires, avec des étiquettes. Le bruit des roulettes sur le parquet a fait cesser les conversations. Tout le monde a regardé. Bruno m'a vu, il m'a reconnu. Son sourire s'est évaporé. Son visage est devenu blanc. J'ai marché jusqu'à la table principale. Je me suis arrêté devant Fernanda. Elle me regardait, confuse. J'ai dit d'une voix claire, formelle, « Bonsoir. Mon nom est Luis Enrique Soares. Je suis officier de justice évaluateur fédéral. Je suis ici pour effectuer une restitution de biens et une notification extrajudiciaire. » Le juge a froncé les sourcils, et a demandé, « Quel type de notification ?» J'ai répondu, « Restitution de patrimoine personnel à l'utilisateur légitime, et remise de documentation prouvant un détournement de fonds par fraude conjugale. » J'ai posé le dossier sur la table, devant Fernanda. Elle a regardé, a ouvert la première page, a lu, puis a regardé Bruno. Il a tenté de parler, « Fernanda, je... » C'est un malentendu. J'ai dit, ce n'est pas un malentendu. C'est un dossier d'instruction avec des captures d'écran WhatsApp, des preuves de virement bancaire, un rapport de géolocalisation GPS et des photos de rencontres au motel. Le tout authentifié par un officier assermenté.
j'ai continué, votre fiancé, Bruno Vieira dos Santos, a entretenu une relation extra-conjugale avec celle qui était jusqu'alors mon épouse, Natalia Santos Soares, durant les 6 derniers mois. Elle a transféré la somme totale de 8070 reais, provenant d'un compte joint avec moi, pour financer ses dépenses personnelles. Les rencontres avaient lieu chaque semaine au motel Estrela da Mana. Tout est documenté. Ces malles contiennent le patrimoine personnel de Natalia, qu'elle n'a plus nulle part où stocker, puisqu'elle a été expulsée de ma résidence pour rupture de contrat d'union stable. Je me suis tourné vers Bruno, elle est à toi, maintenant. Avec ses vêtements, ses chaussures, ses dettes, et ses mensonges. Le silence dans le salon était absolu. Fernanda lisait les messages imprimés. Ses yeux se sont remplis de larmes. Le juge a pris le dossier, l'a feuilleté, et a regardé Bruno. La déception sur son visage était celle d'un homme qui voit un procès perdu d'avance. Il a dit, d'une voix ferme, « Tu as 1 minute pour quitter ce club. Si tu ne sors pas, j'appelle la police, et je te garantis que tu ne remettras plus jamais les pieds dans un tribunal sans que ton nom ne soit associé à ce scandale. » Bruno a tenté de parler. Fernanda a hurlé, « Sors. Sors d'ici. Je ne veux plus jamais te voir. » Il est parti en courant, renversant une chaise. L'un des témoins l'a poussé. Il est tombé dans le jardin extérieur, s'est relevé, et a disparu sur le parking. Je me suis tourné vers Fernanda, et j'ai dit d'un ton plus doux, « Je suis désolé d'avoir gâché votre soirée, mais vous méritiez de savoir la vérité, avant de signer un acte de mariage. Mieux vaut maintenant, que plus tard. » Elle a acquiescé en pleurant, et m'a remercié d'une voix étranglée. Le juge m'a tendu la main. Je l'ai serré. Il a dit, « Officier, vous avez rendu un service d'utilité publique. Si vous avez besoin de quoi que ce soit au tribunal, venez me voir. » J'ai dit que ce ne serait pas nécessaire. J'ai fait demi-tour, et je suis parti. Les porteurs ont laissé les malles empilées dans un coin du salon. Travail terminé. Exécution finalisée. Diligence accomplie. À l'extérieur, Natalia attendait, assise sur le trottoir. Elle pleurait. Elle m'a vu, s'est levée, a tenté de me parler. Je suis passé devant elle, sans un regard. Il n'y avait plus rien à dire. Le processus était clos, la sentence était définitive. Le vendredi, le mariage a été annulé. La nouvelle a circulé dans tous les milieux juridiques de Rio. Le juge a fait annuler tous les contrats du traiteur. Fernanda a déposé une plainte pour préjudice moral contre Bruno. Bruno est retourné chez sa mère, au chômage, démoralisé, de retour à cette vie minable qu'il voulait fuir. Natalia a essayé de m'appeler 18 fois le samedi. Je l'ai bloquée. Elle a tenté de venir à l'appartement. Le concierge ne l'a pas laissé monter. Elle a finalement compris qu'il n'y aurait aucune négociation, aucun pardon, aucune seconde chance. Le lundi suivant, j'ai déposé une demande de divorce contentieux. Sans partage de biens, car tout le patrimoine était à moi, acquis avant l'union. En 45 jours, le divorce a été prononcé. Natalia a signé l'acte lors de l'audience, tête baissée, accompagnée d'un défenseur public, car elle n'avait même plus d'argent pour un avocat privé. J'ai vendu l'appartement de Villa Isabel, non pas par besoin, mais parce que je voulais recommencer à zéro, sans souvenir. J'en ai acheté un autre, plus petit, à Tijuca. Une vue sur le Christ Rédempteur, plus pratique, plus à moi. 6 mois plus tard, j'ai appris que Natalia avait trouvé un emploi dans un magasin de vêtements, au salaire minimum, sans contrat officiel. Elle est retournée vivre avec sa mère et sa sœur dans la studette exiguë de Madureira, l'endroit même qu'elle avait toujours voulu fuir. Elle a essayé de s'échapper en utilisant un raccourci, en utilisant la tromperie, mon argent et ma confiance. Mais les raccourcis ont un prix, et elle a payé cher. Bruno a essayé de relancer son groupe de musique, mais le scandale avait taché son nom. Personne ne voulait engager un musicien connu pour être un escroc sentimental. Il a fini par devenir chauffeur Uber, conduisant la Palio grise de sa mère, parcourant la ville, probablement en écoutant de la pagode à la radio, rêvant de ce qui aurait pu être. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. Je me lève à 5h30, je fais mes pompes, je prends ma douche froide, je prépare mon café noir. J'exécute des mandats, je saisis des biens, j'applique des sentences. Je continue d'être le bras armé de la justice, mais maintenant,
Je sais que la justice n'est pas faite que pour les tribunaux, elle est faite pour la vie, pour les contrats, pour les relations. J'ai appris que la confiance, sans clause de vérification, est de l'ingénuité. Que l'amour sans réciprocité, est un mauvais investissement. Que la loyauté n'est pas implicite, elle se négocie. Et que lorsque quelqu'un rompt le contrat, on ne pleure pas, on exécute. Si cette histoire vous a parlé, abonnez-vous. Ici, on n'accepte pas la trahison en silence. Ici, on applique la loi. La loi de la vie, la loi du retour. Bienvenue dans la meute. M.